En mai, fais ce qu'il te plaît, dit le dit-on. Eh bien voilà, nous avons décidé de repartir vers le Portugal. Pour atteindre notre but, nous traverserons au nord la partie sud du parc d'Alvao, puis visite de Guimarães, suivi d'un écart vers la côte à Aveiro, avant de piquer au centre le parc national d'Estrola. Avant de passer la frontière Espagne-Portugal, nous profitons d'un superbe paysage sur le lac artificiel sur le Douro, non loin de Miranda do Douro, où nous passerons la nuit. Nous reviendrons dans cette magnifique petite ville dans 2 semaines lors de notre retour. Nous prenons la direction de Vila-real. La campagne en cette saison est magnifique. Partout, les lavandes papillons sont en fleurs. Mais ce qui se remarque le plus, ce sont les genêts. Sur les collines, les montagnes, ils offrent des tableaux naturels que l'on ne cesse d'admirer. Les lupins ont élu domicile sur les bas-côtés des routes, non loin de ce patchwork végétal qui illumine les rochers. Nous voici arrivés à Vila-real. La ville est coupée par la rivière le Corgo, qui coule à plus de 100 mètres au fond d'une profonde vallée dominée par un immense viaduc. Seul le cœur de la ville offre vraiment un attrait particulier. La cathédrale Saint-Dominique, de style gothique, est à l'origine des monastères du XVe siècle. Elle fut reconstruite après un incendie en 1837. Elle est flanquée d'un clocher baroque plus ancien, datant de 1753. Nous arrivons à Guimarães, qui est l'une des meilleures villes historiques du nord du Portugal. Elle est affectueusement considérée par les Portugais comme le lieu de naissance de leur pays. C'est ici que le tout premier roi portugais Alphonse Henrique, au XIIe siècle, est né, et c'était la capitale pendant la lutte de l'indépendance du Portugal. Le château fut construit il y a plus de 1000 ans pour se défendre contre les Maures et fut considérablement fortifié au XIIIe siècle, et ce sont ces mêmes fortifications que l'on voit aujourd'hui. Un imposant palais, utilisé aujourd'hui en lieu d'exposition, a été considérablement restauré dans les années 40. Il est coiffé de gigantesques cheminées de briques. Du château, nous nous dirigeons vers le centre de Guimarães, qui est vraiment le poumon de la ville, avec ses lieux qui expriment le plus le caractère incomparable de tout un peuple. 2 grandes places abritent de nombreux bâtiments parmi les plus anciens de Guimarães et constituent un endroit idéal pour des instants relaxants. L'église de Nossa Senhora da Oliveira est une église collégiale.
Elle est classée comme monument national et fait partie du centre historique de Guimaraes, protégé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle domine cette belle place très animée. Aujourd'hui, c'est 1er mai, et au Portugal aussi, c'est la fête du travail, qui est marquée par de nombreuses animations populaires, dont voici un extrait. Exclamando a la brisa que eu sou sol de primavera para a planta lavandeira com a luz entre o sorriso aqui se queda la clara na extrañable transparencia de tu querida presencia comandante. Après cette superbe visite, il est temps maintenant de quitter cette belle ville que nous avons découverte avec grand plaisir. Maintenant, nous prenons la direction d'Espinho, car demain c'est jour de marché. C'est le plus grand marché d'Europe qui a lieu chaque lundi, quelle que soit la date. Après un bon ravitaillement, nous nous posons à Furadouro. Après un petit tour de ville, et pour la nuit, nous nous installons en marge dans un camping atypique. Dernière escale sur la côte atlantique. Nous rejoignons Aveiro. La ville a 1000 ans d'histoire. Elle a été fondée sur la production de sel, des algues et le commerce maritime. Aveiro dispose également d'endroits incroyables qui font briller les yeux et qui font que notre visite dans cette ville en vaut vraiment la peine. Le musée d'Aveiro est un ancien couvent féminin et à l'intérieur se trouve l'église de Jésus à l'architecture très complexe et détaillée. Tout près, la cathédrale Saint-Dominique est un ancien couvent dominicain. Elle attire l'œil par sa splendide façade baroque et son important tour-clocher. L'intérieur est aussi richement décoré et arbore, entre autres, des azulejos d'une grande beauté. Aveiro est aussi appelée la Venise du Portugal, et il est facile de comprendre pourquoi. Ces canaux qui jadis étaient exploités par les pêcheurs ont ouvert l'exploitation touristique pour des balades fluviales. C'est une ressource très importante pour la ville. Aveiro est relié à l'océan par des canaux sur 7 km pour atteindre la cité de Costa Nova, un joyau caché du nord du Portugal. Nous sommes ici sur le port des pêcheurs. Jadis, ils peignaient les cabanes de rayures vives. Il en reste une vraie signature qui est imposée maintenant à toutes les constructions. L'ensemble est un vrai régal pour les yeux, et en plus, il suffit de lever la tête pour admirer le vol incessant des goélands. Ce matin, nous prenons la route pour se diriger vers le parc national d'Estrela.
Il fut créé en 1976 au centre du Portugal et s'étend sur 89 000 hectares, ce qui fait de lui le plus grand parc du Portugal. Il est le seul endroit où on découvre des paysages absolument uniques, tels que les vallées glaciaires intemporelles de la Serra, qui est aussi couverte de villages de contes de fées. Ils peuvent ne représenter que de tout petits points sur la map monde, mais grâce à eux, le sort d'un pays a changé. C'est ainsi que, siècle après siècle, un patrimoine fut construit, détruit, puis reconstruit, et aujourd'hui encore, il invoque toute l'histoire du Portugal. Recoin éloigné du monde où le temps s'est arrêté, un royaume enchanté, habité par des gens authentiques qui sont très accueillants, avec un sourire jusqu'aux oreilles. On ne peut que tomber amoureux de ces paysages primitifs, avec des millions d'années, comme si c'était hier. En traversant le village d'Igreja, nous sommes intrigués par une statue géante, érigée sur un immense rocher. Il s'agit de Notre-Dame de Milagrosa, qui domine, à ses pieds, un curieux petit lac. La ville granitique de Viseu, dont les origines remontent au 8e siècle, séduit par son riche patrimoine historique, la beauté tacite de ses rues et ses parcs remplis de charme. On dit que Viseu est comme un premier amour, il ne sera jamais oublié. La cathédrale, monument national de style gothique, manuélin et baroque, a l'aspect extérieur très imposant. Les stalles finement sculptées en chêne massif sont remarquables et sont coiffées d'une voûte peinte d'arabesques incroyables. Ce qui est véritablement intéressant dans cette cathédrale portugaise, c'est l'intérieur, et plus particulièrement l'originalité de ses voûtes. Le cloître est composé de 2 galeries. La galerie inférieure, qui date de la Renaissance, est tapissée d'azulejos représentant des scènes de la vie de saint Théotonio, saint patron de Viseu, et la galerie supérieure qui fut additionnée vers la fin du XVIIIe siècle. Les petits-enfants en chapeau uniforme avec leur maîtresse en promenade dans la ville. Un dernier regard sur Viseu, qui est vraiment le pas de porte pour l'entrée du parc de la Serra da Estrela. À 2 pas de Viseu s'élève le sanctuaire de Nossa Senhora de Castelo. Où était autrefois la fortification médiévale, fut érigé le sanctuaire. Ce monument attire l'attention avec sa haute tour sur la façade et offre de son esplanade une magnifique vue sur la petite ville de Mangalde. Outre le site, l'autre curiosité est ce superbe chêne vert. Le massif de la Serra da Estrela est beaucoup plus qu'un ensemble de belles vues sur la montagne. Il est façonné de ces vallées glaciaires qui offrent des paysages uniques d'une beauté incomparable. Stratégiquement placé à côté de la frontière espagnole,
Les villages historiques sont le résultat du travail de plusieurs générations de rois préoccupés par la défense du territoire et par le peuplement et la fortification de cette belle région. Nous arrivons à Linares da Beira, dominé par son château, qui est le premier village du parc que nous allons visiter et qui sera notre lieu de repos pour la nuit. Depuis un siècle et demi, le village a perdu de son importance suite à une réforme administrative. Mais son aspect authentique a fait de lui un des plus beaux villages du Portugal, et c'est ainsi qu'en 1991, il intègre le réseau des villages historiques du Portugal. Situé à plus de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, son château, forteresse gothique, est considéré comme l'une des forteresses les plus importantes du centre du Portugal. La promenade sur les remparts nous offre un panorama sur l'ensemble du village d'une part et sur la magnifique vallée du Mondego d'autre part. À la frontière la plus ancienne d'Europe, nombreux sont les dirigeants qui firent construire des châteaux et des murailles. Chaque victoire était vécue comme un miracle, et on s'empressait de construire une chapelle ou une église, et ainsi naissait une légende donnant une âme magique à la région. Le village de Linares a grandi à l'ombre des murailles, traversé par des rues sinueuses et des maisons en pierre de taille. Nous partons ce matin vers un ancien village, comme Linares da Beira que nous quittons avec un dernier regard sur son château. Ce village, c'est Folgocino. Juché à 930 mètres, il possède un riche patrimoine culturel et la population consacre principalement le pastoralisme, produit dans cette région un célèbre fromage, le fromage de la Serra da Estrela. La population, 500 âmes, est très investie pour mettre en évidence son parc archéologique de la Butte, l'enceinte médiévale, le pilori et l'église. Nous empruntons l'escalier construit en pavé de quartz rose pour rejoindre la tour du château. L'édifice actuel fut reconstruit en plan circulaire au XXe siècle à l'initiative de la population de Folgocino sur des vestiges de fortifications médiévales. Le château précédent a été construit au XIIe siècle sur les ruines d'un édifice construit il y a 2500 ans par un peuple lusitanien. Il s'agit d'un peuple pré-romain, de culture celte, avec pour origine des mixités indiennes et portugaises, et qui s'était fixé sur ses hauteurs à la frontière espagnole. De là, nous traversons une vaste étendue de campagne, ou plutôt ce qui reste des incendies fréquents chaque été. Nous traversons la ville de Seia réputée pour tous ses musées, mais nous ne ferons qu'une brève visite aux églises typiques de la région. Comme il fait très beau et chaud, nous avons choisi de faire notre pause déjeuner non loin de là, près d'une plage fluviale, comme on dit au Portugal. Nous sommes seuls dans ce petit paradis qui, l'été, est très fréquenté par les habitants de Seia et sa région.
Nombreuses sont nos haltes au bord de la route pour profiter de ces magnifiques paysages. Tout autour du village de Cabeza, les terres agricoles ont été aménagées par ses habitants en terrasses pour être cultivées. Nous arrivons en vue du village, qui est sans doute un des plus authentiques villages de la Serra da Estrela. Son centre historique a été construit sur un bras de la colline autour de l'église du XIIIe siècle, classée roman portugais. Les maisons sont majoritairement construites en schiste, lui donnant ainsi sa couleur brune. Même en étant un petit village, il a su se faire remarquer et se faire connaître partout au Portugal par des initiatives avant-gardistes comme l'Internet gratuit en Wi-Fi pour tous dès 2011. Il y a où se perdre dans les petites ruelles aux jolies maisons, majoritairement habitées par des personnes âgées. Sur le papier, nous suivons notre guide rédigé par Tiago et qui nous conduit vers une nouvelle plage fluviale, le Poco da Broca. Très prisée en été, elle est également très visitée le reste de l'année pour sa superbe cascade. Cette petite merveille est le fruit de la main de l'homme qui, il y a environ 200 ans, a décidé de dévier la rivière Alvoco et de créer de petits barrages pour pouvoir utiliser l'eau en agriculture. La rivière l'Alvoco poursuit son chemin vers le village d'Alvoco da Serra. Sa renommée est certainement associée à celui de la voie romaine qui le traversait et au pont qui lui sert encore de principal accès aujourd'hui. Ce petit village est niché dans une des vallées qui descend tout droit du point le plus élevé du Portugal, situé seulement à 4,5 km de distance. Il est lui aussi construit en pierre, mais en granit. Comme le village de Cabeza, il est le gardien d'une authenticité culturelle. Non loin d'Alvoco da Serra, la ville de Loriga, avec des siècles d'histoire, est connue comme la Suisse portugaise en raison de sa situation géographique. Située à 770 mètres d'altitude, elle est entourée de plusieurs montagnes hautes de plus de 1700 mètres. Son attrait principal est pour elle aussi sa plage fluviale qui dispose de plusieurs piscines sur la rivière du même nom, Loriga. Ici, l'environnement est typique de ces vallées glaciaires, nées il y a environ 20 000 ans, lorsque la calotte glaciaire qui recouvrait les hauts plateaux fut endommagée en raison d'une hausse des températures atmosphériques. Donc, la fonte de ces plaques de neige, en glissant à des niveaux inférieurs, entraîna des blocs de granit et de quartz tout en formant des vallées à son passage. Nous quittons les eaux cristallines du Loriga pour partir à l'assaut de l'endroit le plus connu du parc naturel de Serra da Estrela, un haut plateau appelé Torre.
C'est le point culminant du Portugal continental avec 1993 mètres d'altitude. Les zones que nous traversons sont fascinantes, avec une vue jusqu'à l'Atlantique par beau temps, comme aujourd'hui. Ce haut plateau est parsemé aussi de nombreux lacs naturels exploités comme réserve d'eau. Il subsiste encore en ce début de mai quelques plaques de neige que nous exploitons pour une photo souvenir. Nous arrivons au sommet du plateau rocheux à 1993 mètres d'altitude. Une tour de 7 mètres fut construite pour que le point culminant atteigne symboliquement la cote 2000 et elle est entourée de 2 antennes boules appelées radomes. C'est probablement pour cette raison que cet endroit est connu sous le nom de la Tour. Ce plateau, en période hivernale, est exploité comme station de ski. C'est d'ailleurs la seule station du Portugal. Sur la route qui relie Torre à Covilhã, une des plus belles routes du parc d'ailleurs, le belvédère de Valleglacia nous offre de superbes vues sur la vallée du glacier du Zézer, longue de 13 km, ce qui fait de cette vallée glaciaire une des plus grandes d'Europe. Ici, un chemin en escalier fut taillé dans le rocher jusqu'à une statue de la Vierge, Nossa Senhora da Boa Estrela, sculptée elle-même dans du rocher de granit noir et haute de 4 à 5 mètres. De nombreux espaces au bord de la route ont été aménagés pour que nous puissions apprécier les différents panoramas que nous offre cette superbe route. Nous apercevons au loin la ville de Covilhã, classée ville industrielle de montagne. Nous ne ferons qu'y passer, en y apercevant de nombreux trompe-l'œil, la ville étant connue pour l'expression du street art. Nous passerons la nuit au camping de Piao. Après une bonne nuit, nous revenons sur nos pas sur quelques kilomètres, tout en découvrant des paysages sous un autre angle que la veille. Du belvédère de Miradouro, nous bénéficions ce matin d'une superbe vue sur la vallée glaciaire de Zézer. Nous savons que c'est la plus longue d'Europe avec ses 13 km. Le résultat de ce travail de la nature, c'est la formation de grandes vallées en forme de V avec des roches polies. Ces rochers, aux formes fantaisistes, sont restés intacts depuis des dizaines de milliers d'années. Le fleuve Zézer prend sa forme réelle ici, dans le parc de Covao da Motade. La source du fleuve se situe à Torre, que nous avons vu hier à 1993 mètres d'altitude. L'eau descend entre les parois abruptes des montagnes qui encerclent Covao da Motade pour commencer à prendre la forme d'une rivière qui va se promener ensuite
sur 248 km jusqu'à se jeter dans le Tage qui poursuit sa course jusqu'à Lisbonne. Nous quittons le parc de Covao, très fleuri en cette saison, pour plonger dans la vallée qui nous conduira vers Mantegas, après que nous ayons fait un détour vers la cascade de Poço do Inferno. C'est une merveille naturelle que nous découvrons, située à 1080 mètres d'altitude sur le petit cours d'eau le Leandres, avant de se jeter finalement dans la grande rivière Zézer. Cette cascade nous offre un magnifique spectacle en ce printemps, car l'été, l'eau y est moins abondante et les touristes en recherche de fraîcheur sont très nombreux. Nous reprenons la route en sous-bois, bordée d'arbres magnifiques. En effet, tous ces résineux, droits comme des i, s'élèvent très haut, cherchant la lumière, à presque 100 mètres du sol. Nous retrouvons la vallée de la Zézer en arrivant à Mantegas. Nous faisons halte à l'église Santa Maria, dont l'originalité est son plafond de couleur bleu ciel. De Mantegas, nous prenons la route qui grimpe en belvédère parmi la forêt et qui nous mène sur une zone désertique aux rochers étranges. Nous atteignons le mirador de Fragao do Corvo de façon un peu sportive. Mais le point de vue indiqué est censé nous procurer une magnifique vue tant sur la ville de Mantegas ainsi que sur la vallée glaciaire. Encore quelques pas hésitants et nous pouvons jouir du spectacle sur la vallée glaciaire et la ville de Mantegas. Mantegas s'étire dans cette cuvette qui ferme ici sur notre droite la vallée glaciaire que nous avons parcourue ce matin sur 13 km. Nous quittons ce beau point de vue pour rejoindre, non loin de là, le lac de la vallée de Rossim qui est très prisé par la population locale et les touristes. Notre objectif maintenant, c'est le village de Sabugueiro, que l'on traduit par Suro en français. Nous voici dans le plus haut village du Portugal, 1050 mètres d'altitude, qui est baigné par la rivière Alta. Le village est l'émergence d'un ensemble de bergers qui a commencé à apprécier les alpages pour leurs moutons et leurs chèvres. Une gravure sculptée dans la pierre près de la fontaine illustre de passages humains dans ces régions dès l'Antiquité. Les coutumes locales
semble pourtant ne pas avoir beaucoup changé. La fontaine alimente en permanence le lavoir qui n'a rien perdu de sa vocation d'origine. La rivière Alta fut aménagée, elle aussi, avec une plage fluviale au pied du village. Nous remontons la rue en escalier du village pour nous rendre au lac de Comprida. Après la construction du barrage Marqués da Silva en 1912, un petit lac s'est transformé pour devenir le plus grand lac du parc naturel et est aujourd'hui le principal réservoir d'eau de Serra da Estrela. Nous revenons vers Sabugueiro pour la nuit, mais avant, nous dégustons la cuisine locale dans ce petit restaurant. Ce matin, nous prenons la route vers le nord, sur la face occidentale de Serra da Estrela. Sur notre chemin, l'église de Penalva de Castelo, de type très portugais, domine le cœur du village. L'ensemble de la nef est très sobre, avec cependant un orgue atypique. Dans le village voisin de Tarouca, l'église aussi domine la place du village. Elle se remarque par son plafond voûté à caissons simples de la nef et par son chœur aux caissons très travaillés. Le guide local nous invite à monter sur la colline du village pour y découvrir un panorama. Vous verrez, dit-il. Il avait bien raison. Le point de vue sur le village et les montagnes de Serra da Estrela est superbe, et nous y apercevons même au loin, sur la crête, des éoliennes. Une dernière vue panoramique avant de rejoindre la première curiosité de Tarouca, son monastère qui est situé à 2 km du village. Un peu d'histoire concernant ce monastère. Ce fut le premier monastère de l'ordre cistercien fondé sur le territoire portugais au XIIe siècle. La date de construction 1152 est inscrite sur la façade. Les dons reçus et une gestion efficace des acquisitions l'ont rendu prospère au cours du XIIe et XIIIe siècle, avec un vaste patrimoine s'étendant sur tout le nord du Portugal. Fille aînée et préférée de l'abbaye française de Clairvaux, cette maison mère a donné naissance à de nombreux autres monastères. L'architecture intérieure laisse encore paraître l'austérité primitive à laquelle l'époque baroque a ajouté des revêtements d'azulejos et des bois dorés. La pièce la plus remarquable est sans doute la stalle baroque, où des personnalités liées à l'ordre cistercien sont peintes sur les dossiers, encadrées par un remarquable travail de bois doré. Dans la sacristie, l'imposant meuble de rangement des ornements d'église. L'abbaye fut bâtie près du fleuve Vaossa, en respect de l'une des conditions de l'ordre qui voulait que les bâtiments soient construits à proximité d'un cours d'eau.
Du monastère d'Arouca, nous nous dirigeons tout près au village d'Ucana. Ce village a conservé de nombreux vestiges de l'époque romane. En témoigne sa belle église cistercienne, aux retables dorés et plafond à caissons. N'oublions pas le pont romain et sa tour. Il s'agit d'un pont fortifié qui servait de protection et par la même occasion de péage pour ceux qui souhaitaient passer de l'autre côté de la rivière. Notable construction médiévale, unique dans le pays et déclarée monument national du Portugal. Ucana bouclera notre visite du parc de Serra de Estrela. Nous en concluons que, dans le centre du Portugal, il y a un cœur qui bat plus fort dans les villages ruraux, où la vie trouve un tout nouveau sens et où le temps se déguste avec passion. Maintenant, nous filons vers le nord, en vallée du Douro, à Lamego, dont l'attrait touristique est avant tout son sanctuaire, situé tout en haut de la petite montagne de Saint-Esteban qui domine la ville. Nous en profitons pour saisir quelques images nocturnes avant la pleine nuit. Nous commençons notre visite matinale par l'église du sanctuaire Notre-Dame des Remèdes. Au XIVe siècle, il y avait déjà une chapelle à cet endroit, initialement dédiée à la Vierge, et a commencé à être un centre de pèlerinage important. C'est en 1761 que le bâtiment actuel a été construit. Plus qu'à l'intérieur de l'église, le sanctuaire se distingue par l'extérieur. Et monter les 686 marches qui y mènent par paliers successifs peut être un exercice un peu fort. Mais une fois au sommet, le point de vue en vaut vraiment la peine, offrant une perspective spectaculaire sur la ville de Lamego. Sur la grande place, face à ce joli bâtiment, la cathédrale s'impose par une succession de styles de différentes époques. Ainsi, l'ensemble de la façade et l'intérieur de la cathédrale forment une unité qui ne manque pas d'imposer une sensation de beauté monumentale de style roman. Le cloître, qui est adossé à la cathédrale, mérite toute notre attention. Sa construction date aussi de la même époque. Il est orné de petits arcs très élégants, lesquels constituent un exemple de l'architecture de transition du gothique vers la Renaissance. L'élément le plus ancien que l'on peut voir réside dans les fenêtres de la tour, avec des chapiteaux sculptés qui constituent de beaux exemplaires de style roman du XIIe siècle. Face au sanctuaire, sur l'autre colline, s'élève la tour du château, ancien bastion de surveillance de Lamego. Dernier regard sur la ville pour entamer le chemin du retour. Nous sommes maintenant dans la vallée du Douro que nous allons longer vers l'est jusqu'à la frontière espagnole. Tous ces vignobles que nous voyons sont encore ici dans l'appellation vin de Porto. Plus à l'est, ce sera les vins du Douro. Pour la petite histoire, Colbert, ministre de Louis XIV,
a freiné les importations venant d'Angleterre. En représailles, le roi Charles VII d'Angleterre stoppe l'importation des vins français. Les négociants anglais doivent trouver d'autres fournisseurs. Les marchands anglais de Viana do Castelo, au Portugal, n'en demandent pas plus. Ils saisissent l'occasion de renforcer un marché du vin déjà très porteur. C'est alors qu'ils se tournent vers les vins amples et plus corsés, issus de la région chaude et aride de l'intérieur du pays, les pentes rocailleuses du Haut-Douro, derrière les montagnes du Marião, où le Porto s'élabore encore de nos jours. Petite parenthèse, nous arrivons à Pinhao, très connu pour ses magnifiques azulejos sur tous les murs de la gare. Tous ces tableaux représentent des paysages ou des scènes de la vie vinicole de la région. Nous allons prendre la route des crêtes pour profiter de ces superbes panoramas. Donc, la grande distance à parcourir par la montagne rendait donc impossible le transport du vin. Aussi, les vins sont-ils acheminés par barque, via la rivière Douro, jusqu'à la cité de Porto, près de la côte. De là, ils sont expédiés par bateau en Angleterre. Comme le marché est très porteur, les marchands s'installent à Porto dès 1710. Nous sommes sur le Mirador da Estrada avec vue sur Pinhao. Parmi les pionniers du négoce du vin de Douro, Peter Bresley, fils du fondateur de la maison Taylor, est réputé pour avoir été le premier négociant anglais à s'aventurer jusqu'au sommet de la vallée du Douro en quête des meilleurs vins, voyage hasardeux et inconfortable s'il en est. Dès 1756, le marquis de Pombal, premier ministre portugais, réglemente le négoce du Porto. La zone de production du Douro est délimitée et en 1757, donc l'année suivante, on établit la classification détaillée du vignoble. Guidés par notre GPS, nous avons emprunté une petite route qui s'est vite avérée uniquement praticable par les engins agricoles. Impossible de faire demi-tour. Résultat, beaucoup de frayeur et de sueur froide dans les descentes à 25-30%. Mais quelle vue magnifique! Nous avons retrouvé la bonne route praticable pour nous rendre ce soir à Mirandela. Dans cette partie nord du Haut-Douro, la végétation est différente et nous traversons les plantations de céréales, d'oliviers, d'amandiers et même de sureaux. Encore quelques kilomètres et nous apercevons Mirandela. La ville est située de part et d'autre du fleuve Tua et son habitat remonte à la préhistoire. Ce fut une ville très active à l'époque romaine et on y découvre encore aujourd'hui, lors de travaux, des pièces de monnaie en cuivre à l'effigie de l'empereur Tibère. Actuellement, la ville est très active et les habitants sont fiers de leur patrimoine mis en valeur autour du vieux pont romain. Miranda do Douro sera notre dernière ville portugaise avant de passer la frontière vers l'Espagne. La vieille ville est perchée tout là-haut, construite autour de son imposante église et des ruines du château.
Elle domine, du haut de ses falaises, le Douro. Par le passé, la ville appartenait au couvent d'Astorga. Elle est de la sorte influencée sur les plans culturels et linguistiques des deux pays. Une langue, le mirandais ou portugnol, est une langue dérivée à part entière qui est encore parlée dans cette région de part et d'autre de la frontière. Deux statues au centre du village représentent une scène en costume local. Et voilà, la boucle est bouclée pour cette magnifique escapade au Portugal en mai 2022.